merci à tous d'être venus nombreux. Alors effectivement, le thème de cette conférence, de cette formation ce soir, porte sur le sujet suivant: la famille est-elle une réalité universelle? Alors le cahier des charges qui m'a été donné, c'est d'essayer de répondre à la question sans prendre appui sur une réflexion de type théologique, mais de se fonder sur les données que l'on acquiert par les études scientifiques, anthropologiques, ethnologiques. Et donc ce soir, il n'y aura pas de théologie, il n'y aura pas peu de philosophie, et ce sera essentiellement donc de l'anthropologie et une réflexion fondée sur des acquis scientifiques voilà, dont je vais pouvoir vous faire part. Alors, l'idée de cette conférence est venue d'un livre qui a été écrit par l'un des meilleurs scientifiques français, le professeur Xavier Le Pichon, qui fut professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences de France, membre de l'Académie des sciences américaines, qui est connu dans le monde entier comme l'un des principaux fondateurs, inventeurs même, de la tectonique des plaques, la nouvelle théorie de la Terre. C'est donc un de nos grands scientifiques, et qui a publié en 1997 un ouvrage intitulé « Aux racines de l'homme, de la mort à l'amour », qui jetait un regard relativement nouveau sur l'apparition de l'espèce humaine. Alors en scientifique, l'auteur nous faisait parcourir l'histoire de la vie qui mène à l'homme, puis l'histoire de l'homme afin de dégager les caractères qui le rendent unique. Ce qui était à proprement parler nouveau dans sa recherche consistait à se pencher sur l'origine des changements qui marqua le passage de l'animalité à l'humanité, et nous y reviendrons. Alors, l'idée de cette conférence est aussi venue de la lecture d'un livre écrit par le philosophe français Fabrice Adjage, toujours assez décapant et original, qui a été publié chez Salvatore en 2014, intitulé « Qu'est-ce que la famille ?» Et alors on verra que l'auteur, dans le style décomplexé, relativement décapant qui est le sien, approfondit cette vérité d'évidence que l'on complexifie souvent, à savoir que la famille est d'abord fondée sur la nature sexuée de l'homme. Elle n'est pas d'abord, en réponse à la question posée par Olivier, une réalité intellectuelle ou idéalisable, mais elle est une institution qui est apparue progressivement dans la nature des êtres sexués, ce qui rejoint aussi l'étude scientifique du professeur Le Pichon. Et puis, cette conférence est aussi venue de recherches que je mène personnellement depuis maintenant de nombreuses années sur le sujet de la famille, dans un cadre, il est vrai, universitaire, plus ecclésial, à la fois à Toulouse, mais aussi en lien avec l'Institut d'études théologiques à Bruxelles. Alors je vais traiter ce sujet en trois parties, il n'y aura pas de grande originalité. Une première partie qui est consacrée à l'universalisme de la famille selon les lois du vivant. Une deuxième partie qui sera plus consacrée à l'universalisme de la famille dans les civilisations humaines. C'est une vision, disons, diachronique, pour employer un terme un peu pompeux, mais qui en réalité signifie rien d'autre qu'une vision historique. Et puis on terminera cette conférence par une troisième partie sur la remise en cause, justement, de l'universalisme de la famille dans la société moderne, avec une vision plus synchronique, c'est-à-dire plus universelle, transversale. Alors, tout d'abord, notre première partie, l'universalisme de la famille selon les lois du vivant. Et je vais commencer par exposer les origines de la famille sexuée dans le fleuve du vivant. Il faut, comme le souligne le professeur Le Pichon, se rappeler que nous appartenons au monde des vivants et que ce monde s'est développé sur notre planète au sein de l'univers. Nous ne sommes, selon son expression, qu'une partie d'un tout. Alors, vous le savez, et on le dit souvent, la matière qui nous compose, les atomes de notre corps, ont été fabriqués dans le cœur des étoiles. Ils ont des milliards d'années. Il y a comme un flux continu de matière dans un univers qui est en évolution permanente. Cette évolution irréversible est ce que l'on appelle la flèche du temps, car au fond, le véritable temps, c'est celui qui est défini par le rythme du changement de cette évolution perpétuelle. Et c'est du monde de la matière que le monde de la vie a jailli. La propriété la plus importante de la vie est de pouvoir s'adapter à cet environnement changeant de manière à y survivre et à exploiter au mieux les ressources qu'il offre. Alors la Terre elle-même, il faut partir de là,
C'est formé par accrétion, ce n'est pas une nouveauté, sous l'effet de l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire, vous le savez, par accumulation de météorites qui se sont condensés lors du refroidissement de la nébuleuse primitive au moment de la formation du Soleil, il y a à peu près un peu plus de 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Et il semble aujourd'hui que les plus anciens restes qui sont attribués à la vie remontent à 3,85 milliards d'années. Ils ont été retrouvés dans le Groenland et contiennent des formes semblables à nos bactéries actuelles. Les bactéries avaient en réalité envahi l'océan et elles ont été les seuls occupants de la Terre pendant plus de 2 milliards d'années, donc de 3,80 ou 3,5 à 1,5 milliard d'années. Et aujourd'hui encore, nous savons bien de temps en temps, puisque nous en faisons les frais, les bactéries sont omniprésentes et ont appris à coloniser les endroits les plus exotiques. On les retrouve enfouis sous plusieurs centaines de mètres de roches, mais aussi dans des sources bouillantes, glacées, etc. Alors ces premiers vivants partagent avec nous le fameux code génétique qui permet la programmation de la reproduction. Il y a donc continuité et unité de ce que Konrad Lorenz appelait le fleuve du vivant, depuis sa source, qui semble pourtant si éloignée de nous dans le temps et dans la forme. Alors, les bactéries, nous le savons, sont des petits êtres microscopiques, des organismes très simples, dont l'unique cellule ne possède pas de noyau. Ils se reproduisent par duplication, en formant deux autres êtres vivants identiques. D'une certaine manière, ils vivent donc l'immortalité dans la mesure où il n'y a ni mort, ni programmé, ni naissance, même si, bien sûr, ces bactéries peuvent mourir. Mais ce système de la duplication paie un lourd tribut en termes d'efficacité pour sa reproduction à l'identique. La survie des bactéries passe en effet par la faculté d'adaptation. Or, une population uniforme s'adapte plus difficilement dans un environnement qui change rapidement. Alors comment les bactéries s'adaptent-elles? Eh bien principalement, et ça c'est sans doute moins connu des non-scientifiques, grâce aux erreurs de copie durant la duplication du code génétique. La reproduction se faisant dans un temps très court, selon un rythme très rapide, une population de microbes peut doubler en quelques dizaines de minutes, les très nombreuses générations permettent aux erreurs de copie du code génétique de modifier l'ensemble de la population en un temps assez court. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs en matière d'histoire de l'évolution, les erreurs de la matière sont le principal moteur de l'évolution, pour reprendre l'expression du professeur Le Pichon. Alors ces bactéries, non contentes de coloniser la Terre, elles l'ont progressivement transformée, puisque certaines d'entre elles ont introduit dans l'atmosphère l'oxygène libre et sa couche protectrice d'ozone, dont on parle tant aujourd'hui, qui a permis le développement d'une vie plus complexe avec une stratégie de reproduction totalement différente, la reproduction sexuée, et c'est ce qui nous amène au cœur de notre propos. Alors cette reproduction sexuée apparaît 2 milliards d'années après l'apparition des bactéries, soit, je le disais tout à l'heure, environ 1,5 milliard d'années à partir d'aujourd'hui. Cette deuxième stratégie de reproduction, en réalité, va connaître un développement prodigieux. Elle est totalement différente, elle est radicalement différente. Au lieu de dupliquer le code génétique d'un individu, deux êtres donnent la moitié de leur code génétique pour en former un nouveau, qui est programmé de manière tout à fait nouvelle, puisqu'il a pris de manière aléatoire la moitié des caractères de chacun de ses parents. Le nombre de combinaisons est quasiment infini. Pour un homme, par exemple, le seul appariement des 23 chromosomes peut se faire de 16 millions de manières différentes. Chaque être est donc unique et la population offre à l'évolution une potentialité d'adaptation qui est immense. La stratégie de reproduction des êtres sexués a toutefois un coût élevé en termes d'efficacité, car il faut que deux individus, même s'ils sont très rudimentaires, commencent par se rencontrer, il faut qu'ils soient attirés l'un par l'autre, il faut ensuite qu'ils donnent naissance à un être fragile. Il y a donc une immense déperdition d'énergie, si bien que de nombreux chercheurs se demandent d'ailleurs pourquoi la vie a-t-elle inventé un tel système entraînant un pareil surcoût d'énergie alors que le précédent semblait si efficace. De même, la nature de la reproduction sexuée implique, et nous en faisons là aussi les frais, que la mort soit programmée dans les cellules des êtres sexués, car ici, et c'est très important, la capacité d'adaptation à l'évolution repose sur la génération successive d'êtres différents. La croissance, puis la dégénérescence, est inhérente à la nature des êtres sexués. Mais si les individus sont mortels, leur patrimoine génétique est en quelque sorte immortel et survit
en même temps qu'il évolue progressivement, sous l'action des innombrables appariements des individus dont la population est composée. Alors, une des innovations très importante et qui est propre aux êtres sexués tient à l'hétérogénéité de la population qui est composée de tranches d'âge différentes. Or, une population qui contient des petits incapables de vivre de manière autonome a une structure et des comportements profondément différents d'une population d'adultes indépendants. Une des difficultés majeures de la reproduction sexuée tient justement à cette grande fragilité des petits qui viennent de naître. Deux stratégies sont possibles au fond pour la continuité de l'espèce. Alors, première stratégie, la surabondance. J'en fais énormément et il y en aura bien quelques-uns qui survivront. Deuxième stratégie, la parcimonie contrôlée. J'en fais peu, mais je leur donne le maximum de chances de survie. La première stratégie fut celle de la quasi-totalité des poissons. La seconde, celle des mammifères en général et bien sûr des hommes en particulier. Alors cette réorganisation de la société autour des tout-petits, le pôle de la petitesse, ce qu'appelle le pôle de la petitesse le professeur Le Pichon, va conduire à ce que se forme un lien tout à fait particulier entre ses parents. Et c'est vrai aussi des animaux qui produisent une toute petite progéniture et investissent une énorme énergie pour la protéger. Par exemple, c'est le cas de nombreux oiseaux, de la plupart des oiseaux. Ce n'est pas vrai des espèces animales à progéniture surabondante, ce qui n'est pas le cas des hommes. Le développement de la sexualité entraîne en parallèle, et nous y pensons sans doute guère, un développement de l'intelligence, prise dans un sens très large, de capacité d'utilisation du cerveau et des sens, car il faut identifier et attirer le meilleur partenaire possible, et la nature a déployé à cet effet une étonnante inventivité que l'on constate d'ailleurs chez les humains tous les jours. L'homme est d'ailleurs l'être qui a la sexualité et l'intelligence les plus développées. Alors la vie végétative et animale n'a longtemps existé que dans le monde aquatique. Elle ne s'est développée sur la terre ferme qu'il y a 400 millions d'années environ. Sortir de l'eau imposait à la vie de trouver de nouvelles solutions très difficiles. Alors ça, c'est moins connu des non-scientifiques. L'eau est en effet un milieu protecteur stable, dans lequel se préservent suffisamment longtemps les ovules et les spermatozoïdes, pour que la fécondation n'exige pas de rencontres complexes entre mâles et femelles, et que l'œuf fécondé puisse y survivre sans protection particulière. Par ailleurs, dans l'eau, le corps flotte et dépense donc peu d'énergie pour vaincre la pesanteur. Enfin, le corps étant constitué en grande partie d'eau, il ne risque pas la dessiccation, c'est-à-dire le dessèchement. Pour sortir de l'océan, la vie inventa donc de nouveaux modes de reproduction pour vaincre l'agressivité du milieu terrestre. Il fallut vaincre la pesanteur, éviter la perte de liquide, changer de mode de respiration et dépenser une énergie considérable pour se nourrir, sauf en ce qui concerne les plantes. Il fallut un nouveau mode de fécondation, car l'atmosphère oxygénée est agressive et détruit les ovules et les spermes. L'accouplement, apparu pour cette raison, a mené la semence mâle en contact direct avec l'ovule femelle. Et elle apparut pour la première fois avec les reptiliens, ce qui nous amène à Jurassic Park. Il fallut aussi que l'œuf fécondé puisse se développer à l'abri de l'air, alors soit en restant au sein de la femelle, soit en étant protégé par une carapace, une coquille. L'embryon s'entoure ainsi d'un liquide salin qui rappelle l'eau des océans dans laquelle la vie s'avait baignée durant les premiers milliards d'années. Et ce fut en réalité l'invention de l'œuf amniotique qui permit la migration de la vie de l'océan à la terre ferme. Alors l'évolution du vivant, et Le Pichon insiste beaucoup là-dessus, se fait ponctuer de catastrophes successives. Et ce fut l'une d'entre elles qui conduisit notamment à la disparition des grands reptiles du secondaire, ces fameux dinosaures du Jurassic Park. Il y a environ 65 millions d'années, pour laisser la place aux mammifères, dont le développement conduisit ensuite à l'homme. Alors, il s'agit probablement de la chute d'une météorite au Mexique, qui creusa un cratère de plus de 200 km de diamètre. Il faut savoir qu'une rencontre de la Terre avec ce type de météorite se produit environ tous les 100 millions d'années. Alors la dernière s'est produite il y a 65 millions d'années. Nous devrions encore être tranquilles pendant 35 millions d'années. On a le temps tous de connaître la dégénérescence, puis la succession de nombreuses espèces.
Alors les premiers vrais mammifères ont fait leur apparition vers 200 millions d'années, donc 200 millions d'années après l'apparition de la vie sur la terre ferme. Il s'agissait de petits insectivores semblables à des musaraignes. Les mammifères, alors comme nous le savons, ont des mamelles qui fournissent du lait aux petits, permettant une croissance rapide. Ils ont le corps couvert de poils et un système de régulation thermique qui maintient une température élevée constante. Et ces premiers mammifères étaient sans doute des animaux nocturnes qui profitaient de l'inactivité des reptiles qui, eux, étant des animaux à sang froid, ont une activité qui dépend de la température. La température étant trop fraîche la nuit, ils ne peuvent avoir d'activité, ce qui fait que les petites musaraignes en profitaient pour pouvoir vivre, elles qui avaient un système de régulation thermique bien fichu. Les primates, dont l'homme est issu, on y vient petit à petit, sont apparus en Afrique peu après la grande crise de la fin du Crétacé. Vivant dans les arbres, ils sont capables de s'y mouvoir avec une grande dextérité. Et pour ça, ils sont dotés de mains, de pieds à pouces opposables aux autres doigts, munis d'ongles et non de griffes, et ils possèdent un sens du toucher très développé. C'est très important d'ailleurs ce sens du toucher très développé que les hommes ont. Il y a beaucoup d'études sur ce point en anthropologie, aussi en psychologie. Ce sens du toucher qui s'est développé pendant des centaines de millions d'années est encore une des caractéristiques très principales de l'homme. C'est d'ailleurs le dernier sens que l'homme conserve, y compris dans les derniers instants de sa vie, quand il n'a plus les autres sens, il lui reste encore le sens du toucher. Alors la nécessité pour ces primates qui vivaient dans les arbres d'apprécier les distances pour leur saut de branche en branche a été obtenue grâce à leurs yeux, leurs deux yeux en position frontale, et qui leur donnent une excellente vision en relief. Leur sens de l'odorat est assez peu développé parce qu'une grande partie de leur cerveau est consacrée au traitement des informations visuelles. Nous en sommes d'ailleurs toujours un peu là. La vie dans les arbres ne permet à la mère, on n'y songe pas forcément, mais ne permet à la mère que de s'occuper d'un seul petit à chaque fois, puisqu'on ne peut pas en porter deux tout en sautant de branche en branche. Si bien qu'ils n'ont en général, ces primates, qu'un seul enfant par portée et une fécondité relativement faible. Il s'ensuit une relation très étroite entre la mère et la progéniture, qui peut se poursuivre pendant tout l'âge adulte, comme l'a montré Jeanne Goodall pour les chimpanzés de Gombe observés au bord du lac Tanganyika. Parmi les primates, l'homme est proche des grands singes anthropoïdes, en particulier des gorilles et surtout des chimpanzés, avec lesquels il a en commun plus de 99% de son patrimoine génétique. On a pu montrer que ces trois groupes s'étaient différenciés à partir d'ancêtres communs il y a environ 5 millions d'années. Depuis cette époque, le chemin qui mène à l'homme est jalonné par une série d'étapes que les recherches en matière génétique continuent d'explorer au sein d'une lignée dont il est assez difficile, voire extrêmement difficile, de faire des coupures très précises. Alors on peut dire qu'on a commencé avec l'Australopithèque, entre 4 et 1 million d'années à partir d'aujourd'hui, l'Homo habilis entre 2,5 et 1,5 million d'années, les espèces se croisant, l'Homo erectus entre 1,5 million d'années et moins de 100 000 ans, et puis l'Homo sapiens, dont nous sommes, apparu il y a environ 200 000 ans. Alors depuis 2003, on considère que l'Homo sapiens et l'Homo néandertalensis, donc l'homme de Néandertal, sont deux espèces séparées. Une étude qui a été menée en 2010 par le Neanderthal Genome Project montrerait toutefois qu'un métissage partiel aurait pu se produire il y a 50 ou 100 000 ans au Proche-Orient, permettant à ceux derniers de participer en partie au génome des Européens actuels. Alors cela nous amène toujours dans cette première partie, après cette origine de la famille sexuée dans le fleuve du vivant, à se poser la question de la singularité de la famille humaine dans le fleuve du vivant. Il est déterminant pour penser l'homme de le situer à sa place dans le fleuve du vivant, et nous reviendrons sur ce point jusqu'à la fin, pour mieux comprendre l'origine et la signification de l'espèce humaine, indépendamment de toute perspective philosophique ou théologique, voulant en faire par exemple le sommet des êtres créés. Il s'agit d'une perspective scientifique qui est à même d'éclairer de nombreuses interrogations contemporaines et de participer par elle-même à la réponse à la question de l'universalité ou non de la famille. Alors une des caractéristiques de l'espèce humaine tient au fait, et ça c'est un point très important dans les recherches de Le Pichon, que son évolution a progressivement libéré la sexualité de l'asservissement à l'instinct de reproduction. Si l'on reprend l'exemple des chimpanzés, avec lequel nous partageons 99% du patrimoine génétique, la femelle a durant sa période féconde un gonflement et un changement de couleur des parties génitales. Et c'est ce gonflement et ce changement de couleur des parties génitales qui provoquent une attraction sexuelle très forte sur les mâles. Il y a donc chez les chimpanzés une alternance de périodes d'activité sexuelle intense suivie de périodes sans aucune attirance.
Alors, on trouve toujours quelques exemples un peu curieux. Il existe une race de singes, les chimpanzés pygmées, en latin paniscus, qu'on en retrouve plus que 10 000 individus dans la boucle du Congo, qui connaissent une forme d'activité sexuelle découplée de la procréation, qui est assez amusante, je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter. Il s'agit de l'utilisation de la sexualité comme substitut à l'agressivité, uniquement par l'attouchement des parties génitales pendant quelques secondes, sans accouplement, ce qui est donc évidemment très différent de la situation des hommes. En tout cas, le partage de l'éducation entre mâles et femelles dans une famille nucléaire, c'est-à-dire réduite au père, mère et enfant, ou élargie donc aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, ou à l'existence de plusieurs femelles ou de plusieurs mâles, est une caractéristique unique de l'espèce humaine parmi les primates. Alors, chez l'homme et la femme, et c'est un point d'ailleurs d'étonnement du point de vue anthropologique, l'attirance sexuelle et l'accouplement ne sont pas limités aux périodes de fécondité. La sexualité humaine n'a donc pas pour rôle unique la procréation, mais a aussi une fonction unitive. L'évolution vers une vie sexuelle plus continue a ainsi permis une association plus étroite entre les parents autour des enfants, dont le développement beaucoup plus long que celui des primates réclamait des adultes une protection à long terme. En effet, et ça c'est un des points essentiels, il me semble, dans les recherches de Le Pichon, l'un des aspects essentiels de l'évolution qui conduit à l'homme est l'allongement de la phase initiale de croissance, et donc d'apprentissage, et la réduction de la part des comportements acquis, ce qui a donné à l'homme une capacité d'adaptation inégalée, puisque son évolution peut aussi dépendre de son évolution culturelle, et non plus seulement de l'évolution de son patrimoine génétique. Patrimoine génétique qui a assez peu évolué depuis le néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans à peu près, 10-12 000 ans. C'était inégal suivant les régions du monde. Alors la prolongation de la phase de croissance a aussi été la manière par laquelle a pu s'accomplir l'évolution de la taille du cerveau. L'homme a d'ailleurs gardé certains aspects juvéniles des primates, les hommes particulièrement, ça peut durer très longtemps. On appelle ce processus d'évolution en science la néothénie, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Et ce phénomène est par exemple illustré par la ressemblance beaucoup plus grande de la tête d'un homme avec celle d'un chimpanzé enfant qu'avec celle d'un adulte. Alors en réalité, cela tient à la place plus grande du cerveau chez le petit chimpanzé, ainsi qu'au fait que sa face est encore droite sans avancée majeure du museau. Seul l'homme, parmi les mammifères, seul l'homme produit des nouveau-nés aussi immatures et dont la croissance sera aussi longue. Les connaissances innées chez l'homme sont très faibles. Et le nouveau-né est absolument incapable d'affronter son environnement. Et cela le place dans une dépendance totale vis-à-vis de ses parents. Cela rend aussi nécessaire la mise en place, et cela nous conduit progressivement à l'apparition de la famille humaine, d'une structure familiale stable destinée à permettre son apprentissage sur la longue durée. Il y a un lien vraiment intrinsèque entre la durée de cette période d'apprentissage qui est très longue et la nécessité d'avoir une structure sociétale stable formée d'un couple humain permettant justement de lui communiquer les informations qui vont permettre sa croissance. Et justement, c'est cette nécessité de relations privilégiées entre les parents et les enfants durant sa longue période de dépendance qui semble avoir contribué à l'utilisation systématique du sourire, du langage articulé comme moyen de communication privilégié. Alors, la cause exacte du quadruplement du cerveau quand même entre nos ancêtres australopithèques et l'homo sapiens que nous sommes est discutée parmi les scientifiques, et bien sûr on n'entrera pas ici dans ce débat faute de compétences, et au fond c'est pas indispensable pour notre sujet. Une chose en revanche est sûre, cette augmentation exponentielle du cerveau a conduit à la nécessité d'une naissance très prématurée. En réalité, même quand un enfant arrive à terme, il est extrêmement prématuré. Et cette naissance prématurée est un préliminaire indispensable à la croissance du crâne qui double quasiment de volume dans la première année après la naissance. Une chose est sûre également, la complexification du cerveau fut en partie une réponse aux besoins de communication de l'homme. Le langage élaboré est une capacité que l'homme est le seul à posséder chez les êtres vivants. Alors, chez les chimpanzés qui nous sont très proches génétiquement, des études en anthropologie ont montré que les plus évolués d'entre eux arrivaient à retenir presque 300 mots, ce qui est quand même énorme, quand on connaît des fois la capacité de langage de certains hommes. Mais le langage grammatical et syntaxique paraît pour l'essentiel hors de leur portée. Alors, cette prise en charge longue des enfants
a aussi conduit au développement d'une asymétrie du rôle de l'homme et de la femme. Et cela est particulièrement vrai durant tout le Paléolithique, qui a duré environ 500 000 ans, enfin environ parce que tout ça est différent suivant les lieux. Paléolithique, vous savez, c'est ce long temps où l'économie était fondée exclusivement sur la chasse et la cueillette accomplie par des tribus nomades, à différence du néolithique, qui est l'avènement d'une société agricole il y a 12 000 ans pour les régions les plus anciennes, et ça a mis du temps à se répandre partout sur la planète habitée. Alors le Paléolithique commence avec l'apparition de la première espèce du genre Homo, l'Homo habilis, entre 2 et 3 millions d'années, et cette période inclut l'apparition de notre espèce, donc l'Homo sapiens, il y a environ 200 000 ans, puis l'expansion de l'Homo sapiens et le déclin, puis la disparition de toutes les autres espèces du genre Homo. Il n'y a plus aujourd'hui que des Homo sapiens. Et je le disais, le Paléolithique s'achève vers 12 000 ans, avec la fin de la période géologique du Pléistocène, c'est-à-dire les dernières grandes glaciations, et l'avènement de l'agriculture. L'avènement de l'agriculture qui a été vraiment la grande révolution, l'avant-dernière, après ça a été l'autre grande révolution, ça a été l'avènement du développement scientifique et industriel, qui a entraîné notamment une expansion démographique et une nouvelle forme d'organisation sociale. Mais le néolithique a été la première grande révolution, elle a entraîné une nouvelle division du travail, une nouvelle organisation, une nouvelle hiérarchisation sociale, l'avènement des villes. Les villes n'existaient pas avant le néolithique. La maîtrise progressive des métaux, les différents âges qui vont se succéder, le cuivre, le bronze, puis le fer. Mais aussi, et ça c'est le côté négatif du néolithique, une accélération, une apparition des guerres due à une expansion démographique sur des territoires plus restreints, alors que durant tout le temps du Paléolithique, la croissance démographique était très faible, très faible, et donc en réalité, à chaque fois qu'il y avait une croissance, les hommes étendaient leur territoire pour chasser et cueillir plus loin, si bien que dans les fouilles dans les différents ossements que l'on retrouve, on peut constater très peu de morts violentes, notamment dues à l'utilisation d'armes de guerre. On le retrouve par les os brisés, etc. Donc on sait que le développement, l'apparition des guerres, s'est particulièrement généralisé au fur et à mesure du néolithique, et notamment avec la maîtrise progressive des métaux qui a permis le développement d'armes de guerre plus sophistiquées. Alors pendant tout ce Paléolithique si passionnant, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs. Ils connaissent d'ailleurs à la fin une variété d'espèces tout à fait considérable, d'espèces de plantes, et ils vivent une économie de prédation, tandis qu'après, avec le néolithique, on va passer progressivement justement à cette économie de production. Et ce qui est très important, parce que cette période du Paléolithique a duré des centaines de milliers d'années, donc elle a profondément influencé notre structure génétique et notre nature, le rôle des hommes et des femmes était fortement différencié, la chasse étant plus particulièrement le fait des hommes, en raison de leur capacité physique. La cueillette était sans doute partagée avec les femmes, et les femmes, bien sûr, s'occupaient des plus jeunes, qu'elles transportaient toujours sur elles, puisque les tribus étaient nomades, et qu'elles allaitaient jusqu'à l'âge de 3 ans environ. Alors, c'est un point important, et c'est pourquoi j'insiste. En fait, l'absence de sédentarisation exigeait un espacement des naissances, puisque la mère devait porter son enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. Et donner naissance à un second enfant durant cette période aurait mis en fait la vie en danger, la vie de la mère et la vie de l'enfant. L'évolution génétique a donc pris en compte, et la vie trouve toujours son chemin, l'évolution génétique a pris en compte cette exigence, car chez la femme, à la différence des primates, la lactation intermittente de l'enfant, qui a librement accès au sein pendant sa période de 3 ans, interrompt l'ovulation, c'est toujours vrai, et permettait d'avoir un enfant tous les 4 ans en moyenne. Et il s'est donc produit un contrôle génétique de la fécondité au fur et à mesure de l'évolution. C'est d'ailleurs amusant et intéressant parce que chez les pygmées, qui existent toujours, qui sont toujours qui vivent toujours sous le règne du Paléolithique, puisqu'ils sont toujours chasseurs-cueilleurs, enfin pas règne paléolithique entre guillemets, mode de vie paléolithique, il y a un tabou sexuel, vous savez, les totems et tabous cher à Freud, mais là il y a un tabou sexuel véritable qui interdit l'accouplement avec une mère ou un enfant de moins de 3 ans, puisqu'il a dû se produire quelques bugs, notamment sans doute dus à une lactation intermittente pas assez suivie. Alors, c'est la sédentarisation à partir du néolithique qui a conduit à une explosion des naissances et au problème du contrôle de la fécondité, qui n'existait en réalité pas avant, la vie ayant trouvé son chemin, et contrôle de la fécondité qui demeure encore une question majeure aujourd'hui, quelle que soit l'opinion qu'on en ait. Ces 3 ou 4 années que l'enfant passait en contact continu avec sa mère, et en contact un peu plus discontinu avec son père,
sont aussi celles pendant lesquelles le cerveau apprend à fonctionner. Le nouveau-né naît avec la quasi-totalité des 100 milliards de neurones qui lui sont nécessaires pour fonctionner. Mais les connexions, les synapses entre ces neurones restent largement à établir. Alors, ces connexions vont se faire par l'éducation, par l'apprentissage, dans les premières années de la vie. Seulement, l'établissement de ces connexions prend un certain délai, pour ne pas dire un délai certain. Par exemple, un enfant qui, et ça a pu être prouvé, un enfant qui n'aurait pas été soumis à l'apprentissage du langage parlé n'aurait plus de possibilité d'apprendre à parler au-delà de l'âge de 10 ans. Donc il n'y a plus de rattrapage possible si on n'a pas appris. Le cerveau, petit à petit, éliminant les possibilités lorsque les connexions ne sont pas utilisées. Il y a beaucoup d'exemples, je choisis celui-là qui était très frappant, mais il y a beaucoup d'exemples en anthropologie qui sont donnés par les scientifiques. De même, les enfants, par exemple, on a pu observer des enfants qui ne jouent pas ou qui ne sont pas en contact corporel avec d'autres personnes vont avoir un cerveau d'un volume moyen inférieur de 20 à 30% par rapport à la normale. Vous voyez donc toute l'importance de ce développement qui se passe et qui se passe sur un temps long. Et quiconque a d'ailleurs des adolescents sait que le temps est même très long. Ce fait renforce considérablement, on n'y songe pas nécessairement, l'unicité de l'être humain et la singularité de la famille humaine dont c'est le rôle. L'unicité de l'être humain ne vient pas que de l'unicité de son patrimoine génétique, mais aussi de l'unicité de son environnement et de son apprentissage, ce qui augmente encore, vous voyez, l'unicité de l'être humain. Alors, il faut vraiment souligner que cette très longue période du Paléolithique nous a puissamment façonnés, et que, notamment, le long temps que l'enfant passait avec sa mère permit aussi un développement plus harmonieux du psychisme humain. La formation du moi, cher à Freud, qui se fait avec l'apprentissage de l'autonomie, pouvait se faire dans une relation plus harmonieuse et moins conflictuelle. On sait que le tout petit n'a pas le sens du temps et vit dans l'instant présent. Hors d'une relation affective forte, il développe un sentiment d'angoisse qui exercera des traumatismes profonds sur son psychisme, ce qui est prouvé par toutes les études psychologiques. Alors, autre point de singularité et de spécificité de l'être humain et de la famille humaine, voyons, on progresse petit à petit, on arrive vers la fin de cette spécificité. Alors, la bipédie aussi, qui rendit les mains disponibles pour une évolution future vers la manipulation complexe d'outils, mais aussi le transfert progressif d'un certain nombre de tâches vers la main, et plus encore au plan de l'être, introduisit de nouveaux modes de comportement relationnel. Le face-à-face, y compris dans la sexualité, mais aussi le fait de placer l'enfant qui tète sous les yeux de sa mère, ce qui augmente évidemment la proximité et qui permet un développement du moi plus harmonieux et donc du psychisme humain se développant. Alors ceci m'amène au dernier grand point de singularité de la famille humaine dans le fleuve du vivant. Nous avons vu qu'il y en a finalement de nombreux, en partant des premiers êtres sexués, qui sont des petites musaraignes, en passant par les primates et en arrivant jusqu'à l'homme. Et ce qui est un des points intéressants des recherches de Le Pichon, la prise en charge, autre point et peut-être grand point de singularité de la famille humaine, la prise en charge de la souffrance et de la mort. Alors existe-t-il, et ça c'est une vraie question scientifique, alors après on peut avoir un regard théologique ou un regard philosophique, mais existe-t-il une différence radicale entre les sociétés animales les plus évoluées et les sociétés humaines? Le Pichon répond par l'affirmative, mais peut-être pas où on l'attend de la façon la plus habituelle. Cette différence radicale apparaît dans le fait que la société humaine est la seule société qui prenne en compte de manière constitutive le pôle de la souffrance et de la mort. Dans la société animale notamment, lorsque l'animal vieillit, et c'est la dure loi de l'évolution, et qu'il devient inutile au plan de la survie de la société, il est éliminé. Alors, il y a de nombreux exemples, et cette élimination prend de différentes formes. Par exemple, chez les éléphants, on a pu observer certains rituels, comme celui de veiller le cadavre d'un mort, pour le préserver des prédateurs pendant plusieurs heures, une nuit durant. Mais ces mêmes éléphants, qui peuvent veiller une nuit le cadavre d'un des leurs, peuvent pendant des journées lui interdire l'accès à un seul point d'eau, le conduisant à une mort certaine. C'est, je le disais, la dure loi de la vie sexuée marquée par l'évolution et qui implique la dégénérescence et la mort. La différence entre l'homme et l'animal n'est pas la souffrance psychique en elle-même, car il est prouvé que des animaux évolués souffrent psychiquement. On l'observe chez les chimpanzés, c'est évident, mais aussi chez les chiens domestiques, par exemple. La souffrance et la mort existent, mais elles n'ont pas de rôle organisateur dans la société.
Donc on a bien de la souffrance, on a même des animaux qui sont capables, on le voit avec des chiens domestiques, de mourir par attachement à leur maître qui est mort, mais elles n'ont pas de rôle organisateur de la société. En revanche, peu à peu, chez les hominidés, et bien sûr avec de grandes disparités, il va y avoir une prise en compte des malades, des vieillards, en les intégrant dans la structure sociale. L'homme abandonne partiellement la loi de l'efficacité et de la survie, qui prévaut durement dans les lois de l'évolution. Alors, ce n'est bien sûr pas uniforme, et ça ne s'est pas fait en un jour. Pour le dire autrement, l'hominisation n'est jamais totalement acquise, comme le démontre l'histoire moderne, avec son cortège d'élimination de personnes considérées socialement comme inutiles. Mais le fait d'accorder une place de choix à des personnes qui n'ont plus d'utilité biologique est une nouveauté fondamentale dans l'histoire de l'évolution et qui sépare radicalement l'homme des autres espèces animales, y compris de celles qui ont avec lesquelles nous partageons 99% de patrimoine génétique. On en trouve des signes il y a 100 000 ans environ, par exemple quand l'homme s'est mis à s'intéresser à ses morts, d'abord à organiser sa sépulture, leur sépulture, en organisant leur mémoire, et ça correspond aussi avec le développement de l'art, notamment l'art autour des sépultures, et qui manifeste un pas de plus dans le franchissement de l'hominisation. Également, et c'est lié évidemment, le fait même de se poser des questions morales. Est-il bien ou mal de faire ceci ou de faire cela est une des caractéristiques des sociétés humaines. L'interrogation métaphysique, plus encore que la capacité neuronale intrinsèque, semble bien être la marque unique des sociétés humaines. Alors c'est en ce sens que des chercheurs ont pu parler d'une erreur, entre guillemets, de Descartes, erreur relative bien entendu, dans la mesure où la césure entre l'homme et l'animal, chez Descartes, est vue essentiellement dans la raison au sens neurologique. Je pense donc je suis, célèbre Descartes, on fait un petit détour par la philosophie qui ne sera pas long. Mais les études scientifiques modernes, et notamment en psychologie, nous conduisent au contraire à dire plutôt je suis donc je pense, ou plutôt je pense comme je suis. Non pas pour éliminer l'instance de la raison, qui est essentielle, mais pour montrer combien notre raison n'est pas séparée de notre corps, de notre existence concrète. Et plus on avance dans les découvertes scientifiques, plus on voit cette connexion profonde. Comme dirait saint Thomas, reprenant Aristote, ce n'est pas la pensée qui détermine l'existence, mais au contraire l'existence, l'exister, l'acte d'être qui détermine la pensée et qui est le plus central dans l'être. Aristote disait que ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas le propre de l'homme. C'est assez logique, on retrouve cette grande logique d'Aristote qu'on aime tant. La science moderne, étudiant l'homme dans le fleuve du vivant, a permis de voir que la part de ce qui était commun est très importante. Et ça c'est nouveau, parce qu'on ne le savait pas il y a encore peu de temps. L'évolution notamment de notre capacité de connaissance scientifique, notamment ces dernières décennies, grâce à la connaissance génétique, on a pu voir que la part du commun, la découverte du génome humain et son exploration, et du génome des autres vivants, est une science encore récente et qui n'est pas terminée. La science n'est jamais terminée par principe, mais c'est une science qui est encore récente, même si elle a fait des avancées considérables. On a pu donc voir que la part de ce qui était commun avec l'animal était très importante, d'où l'intérêt décisif en termes, pour nous, de comprendre ce qui fait la césure radicale. Et donc de voir ce qui est absolument spécifique, irréductible chez l'être humain. Alors ça là m'amène à ma deuxième partie. Après l'universalisme de la famille vu dans le long fleuve du vivant, appréhendons cette question de l'universalisme de la famille dans les civilisations humaines à travers une vision historique. Alors j'ai découpé mon propos cette fois-ci entre ce qui est, alors j'ai hésité, mais j'ai trouvé que c'était commode, bien que insatisfaisant, entre ce qui est un variable, oui, on parle beaucoup de l'invariant, et ce qui est variable. Alors ici, on va se fonder essentiellement sur des travaux d'anthropologie. Si l'on accepte comme définition minimale de la famille, celle qui a été proposée par Claude Lévi-Strauss en 1956 dans un article célèbre The Family, publié à New York en 1956, enfin c'était pas la première édition, Lévi-Strauss définit la famille comme définition minimale de la façon suivante: l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Ouais, l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Alors si on accepte cette définition minimale, il est saisissant à la lecture des spécialistes de l'anthropologie de constater que sur ce point,
l'universalité est fondée. Et c'est d'ailleurs une des surprises, souvent, des anthropologues. Alors nous nous appuierons ici, je vais m'appuyer ici sur un article encyclopédique qui a été écrit par Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue célèbre qui a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Et j'ai choisi particulièrement ses travaux parce qu'il se trouve qu'elle est militante féministe. Elle a militante féministe avec un fort attachement à gauche, y compris récent. Et elle est absolument pas suspecte d'être un agent double du Vatican quand on lit ses différentes prises de position politiques dans Le Monde ou Libération. Donc je me fonde ici sur ses travaux les plus récents et notamment actualisés dans l'Encyclopédie Universalis. Alors le professeur Héritier s'interroge en ces termes. Pourquoi la famille existe-t-elle? Quels propos sert-elle pour être universelle, quelle que soit la forme sous laquelle l'ont institué les multiples sociétés du monde, actuelles ou passées? La réponse à ces interrogations passe par la réponse à une question plus générale. Je la cite toujours, celle de la raison d'être des lois que l'on trouve associées à l'établissement de la famille. La forme légale du mariage, la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches. Ce qui compte et pose un problème, alors ça c'est intéressant parce que c'est elle qui dit que ça pose un problème, nous ça ne pose pas forcément de problème, c'est l'universalité de leur application. Alors j'explicite parce que quand elle dit que cela pose un problème, c'est qu'elle dit que ces lois ne sont pas fondées en nature, et sa définition de la nature, c'est uniquement des réalités d'ordre strictement physiologique. Donc elle opte pour une scission nature-culture de façon un peu radicale, ce qui est en adéquation avec sa philosophie, mais j'y reviendrai dans la troisième et dernière partie de mon propos. Alors elle poursuit, Françoise Héritier. Toutes les sociétés établissent une différence entre un type d'union légale, sanctionnée juridiquement d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire le mariage, et des rapports sexuels occasionnels, qu'ils soient admis ou même prescrits avant le mariage, ou même entre le mariage et le concubinage, union stable, mais d'une autre nature que le mariage. Toutes les sociétés. L'union de type conjugal, stable, est publiquement reconnue et attestée en tout lieu ou presque partout, y compris dans les sociétés qui étaient censées méconnaître le rôle physiologique de l'homme dans l'acte procréateur. On verra quelques petits exemples de ces sociétés tout à l'heure. C'est des familles vraiment très matrilinéaires. Elle énonce aussi, sur la base de ces constatations et des constatations faites par les autres anthropologues, qu'il est vrai qu'on la rencontre, cette unité sociale évoquée par Lévi-Strauss, aussi bien chez les peuples les plus développés que chez les peuples les plus primitifs, ce qui ruine le schéma qui fait de cette forme de la famille l'extrême pointe d'une évolution allant de l'indifférenciation archaïque vers des formes plus raffinées. Longtemps en anthropologie, on a eu cette thèse selon laquelle, en réalité, au départ, régnait l'indifférenciation sexuelle et les formes anarchiques de famille, très présentes dans un ouvrage peu scientifique d'Engels, on dirait un mot à la fin, mais c'est aujourd'hui une réalité dont on a pu prouver, notamment par l'étude de populations restées sous un mode de vie très archaïque que l'on peut étudier, qui amène à cette constatation. Alors elle donne l'exemple des Védas de Ceylan, qui ont été décrits par Seligman en 1911, qui n'avaient même pas d'habitat construit, ni même permanent, et le groupe occupe parfois le même abri sous la roche, mais chaque famille élémentaire se tient strictement dans sa partie de l'abri, tout comme si elle était séparée des autres par des tangibles barrières. Elle en conclut de façon paradoxale selon elle, car elle estime qu'il ne s'agit pas d'un donné naturel, au sens où elle l'entend, mais culturel, que, et je cite, la famille est bien un donné universel, en ce sens seulement qu'il n'existe aucune société qui soit dépourvue d'une institution, remplissant partout une ou plusieurs de ces mêmes fonctions, et obéissant partout aux mêmes lois, existence d'un statut matrimonial légal, autorisant l'exercice de la sexualité, entre deux des membres de la famille au moins, prohibition de l'inceste, division du travail selon les sexes. Lévi-Strauss lui-même observait en 1956, s'agissant du lien entre la famille et la société et la prohibition de l'inceste, le mariage est exogamique par nature, qu'il semble que l'humanité, même si on connaît quelques cas, on a pu voir quelques cas notamment célèbres chez le pharaon qui a épousé sa sœur aînée. Mais en revanche, on ne retrouve jamais, on a des doutes pour les Incas, mais on ne retrouve jamais de société qui connaissent d'inceste entre les parents et les enfants, ou les enfants et les parents, enfin dans un sens vertical. On a des cas d'inceste latéral, c'est-à-dire on parle d'inceste uniquement quand c'est limité aux frères et sœurs consanguins. Bien sûr, au-delà, c'est plus de l'inceste en lui-même, c'est un inceste pris d'une façon très large. Ce n'est plus de l'inceste au sens, en tout cas, des anthropologues. Hein. L'inceste au sens des anthropologues, c'est vraiment les unions sexuelles entre ascendants-descendants et entre les collatéraux consanguins au premier degré.
Donc Lévi-Strauss disait qu'il semble que l'humanité comprit très tôt qu'il lui fallait choisir entre des familles biologiques isolées et juxtaposées, comme des unités closes, se perpétuant par elles-mêmes, submergées par leur peur, leur haine et leurs ignorances, et l'institution systématique des chaînes d'intermariage permettant d'édifier une société humaine authentique sur la base artificielle des liens d'affinité en dépit de l'influence isolante de la consanguinité et même contre elle. Et la conclusion de Françoise Héritier est très intéressante. Elle dit « Ainsi conçue, l'institution familiale, qui exige sans cesse la coopération de groupes distincts de consanguinité pour se reformer génération après génération, deux familles doivent en effet coopérer pour en former une troisième, renouvelle indéfiniment le contrat social. La famille est ce qui permet à la société d'exister, de fonctionner, de se reproduire. » Et alors ça c'est très intéressant, on le verra, ça rejoint ce que disait Hadjadj. Elle le fait en quelque sorte de façon implicite, non pas voulue, mais elle le fait en quelque sorte de façon implicite par son existence même. Elle en est la simple transcription concrète élémentaire. Alors, si la famille est bien universelle dans sa forme fondamentale, je répète, l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme et d'une femme et de leurs enfants, elle est toutefois variable et connaît quelques formes particulières, donc on va visiter quelques petits endroits exotiques. Alors, la variabilité des formes est quand même relativement limitée. Alors, je ne parle pas bien sûr de l'infinie variété des êtres, et donc de l'infinie variété des familles qui tient à cette infinie variété des êtres. Je parle bien des formes de famille, des formes particulières, au sens donc des éléments constitutifs de la famille. Alors, plongé dans cette... alors, le premier élément est évident et connu de tous, on passe rapidement. Le premier élément de variabilité tient à la monogamie ou à la polygamie. Alors, sur ce point, il faut préciser que les civilisations fondées sur la polygamie sont essentiellement polygyniques, c'est-à-dire un homme à plusieurs femmes. La polyandrie, qui est le phénomène inverse, étant un phénomène rarissime. D'après les anthropologues, en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, ça touche moins de 1% des sociétés humaines au travers toute l'histoire. Et dans les rares cas que l'on peut, je vais vous en citer un, et que l'on peut connaître, on voit que ce n'est jamais une réalité vraiment symétrique à la polygamie, à la polygynie. Et Françoise Héritier cite le cas, ça a été découvert il y a quelques années, d'une tribu tibétaine pratiquant une forme de polyandrie. Alors, la chose est la suivante. Lorsque l'aîné de plusieurs frères a pris légalement une femme, celle-ci va épouser successivement, à des intervalles réguliers, c'est une année environ, en réalité c'est pour éviter c'est pour savoir de qui sont les enfants. Donc elle va épouser successivement, à des intervalles réguliers, chacun des frères de son mari. Les hommes, pourquoi? Alors les hommes pratiquent le commerce au long cours, et ils s'arrangent pour qu'il n'y ait jamais plus d'un mari au foyer en même temps. Les enfants qui naissent des différentes unions sont légalement attribués à l'aîné. Il l'appelle père et il donne le nom d'oncle aux autres maris. Mais comme le souligne Françoise Héritier et l'anthropologue qui a étudié, en réalité les frères coépoux sont considérés comme formant une seule et même chair. La propriété familiale d'ailleurs est gérée par l'épouse et elle est collectivement transmise à l'ensemble des fils. Donc vous voyez, c'est une sorte de famille, mais ce cas de polyandrie, vous voyez, maintient quand même un rôle particulier et dominant en termes d'autorité au premier mari. C'est pour ça qu'on n'a jamais, même dans les cas très rares comme celui-là qui ont été découverts au XXe siècle, on n'a jamais de symétrie avec la polygynie, qui elle est beaucoup plus fréquente dans l'histoire. Alors l'autre sujet de variabilité concerne le caractère patrilinéaire, matrilinéaire, bilinéaire ou indifférencié de la filiation. C'est un peu plus compliqué. Il est certain que ça entraîne des différences assez remarquables. Alors, comme le relève toujours Françoise Héritier, l'une des formules sociales les plus réussies, au sens de l'efficacité sociale, et des plus courantes est celle qui est fondée sur le principe de la filiation patrilinéaire accompagnée de la patrie-virilocalité. Vous voyez, c'est compliqué, on trouve souvent ce terme en anthropologie, c'est-à-dire qu'en fait c'est très simple, qu'on habite là où le père habite. L'appartenance au groupe dans ces familles patrilinéaires n'est transmise que par les hommes. Les filles nées de ces hommes, dans les familles patrilinéaires radicales, si vous voulez, les filles nées de ces hommes du groupe appartiennent au groupe, mais pas les enfants de ces filles. Et même, on va voir un cas où les filles n'appartiennent pas vraiment au groupe. Ce mode de filiation est généralement lié à des sociétés structurées par une autorité paternelle très forte et à l'existence de résidences communes autour de consanguins mâles qui souvent travaillent ensemble dans une propriété familiale commune. Les mariages sont quasiment indissolubles dans ce type de société.
Mais on trouve aussi, c'est plus rare, c'est même beaucoup plus rare, des modes de filiation matrilinéaires. Alors, dans ces sociétés, la filiation est comptée et reconnue que par les femmes. Dans tous les cas, dans ce type de société familiale, l'autorité première et l'héritage ne se transmettent pas donc du père au fils, mais de l'oncle maternel au fils de sa sœur, donc de l'oncle maternel au neveu. La famille conjugale existe bien cependant, mais c'est l'oncle maternel qui commande et qui est craint. Vous voyez, donc même là, malheureusement pour les femmes, ce n'est pas elle qui commande, en tout cas dans ces sociétés archaïques. On rencontre parfois des formules extrêmes, du coup rarissimes, c'est moins de 0, associant polygynie et filiation matriarcale. On a trouvé ça chez les Sénufaux de Côte d'Ivoire, qui connaissent l'institution du visiting husband. Qu'est-ce que c'est? Chacun des conjoints demeure dans sa famille d'origine, et le mari fait successivement le tour de chacune de ses épouses en leur accordant un soir différent. Mais le mari est le seul partenaire autorisé de l'épouse. Alors, les sociétés modernes, notamment occidentales, sont évidemment en réalité bilinéaires et surtout en fait indifférenciées, ne faisant pas de différence entre les filiations paternelles et maternelles, même s'il subsiste parfois des tendances assez prévalentes au plan sociologique, mais ce ne sont plus que des habitudes sociologiques tenant aux transmissions du nom, mais ça ne change pas les liens de filiation en elles-mêmes. C'est pour ça qu'on parle plutôt de filiation indifférenciée. Alors on rencontre parfois quelques modèles aberrants, et il faut en dire un mot pour être tout à fait scientifiquement exact, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, dans des sociétés archaïques, des formes qui peuvent paraître totalement aberrantes, mais on va voir que ce ne sont pas de véritables mariages. Le mot est utilisé, mais la chose est différente. En réalité, l'on utilise parfois l'institution légale du mariage pour remédier à la stérilité ou à l'absence quasi permanente des hommes. Alors, j'ai déjà cité le cas de cette tribu tibétaine, où c'était pour pallier à l'absence très longue pendant une année des différents maris, partant au loin, ce qui posait des problèmes de sécurité, évidemment, dans les sociétés traditionnelles, parce que si les femmes étaient sans hommes, elles pouvaient être, évidemment, vous imaginez, facilement, elles étaient faibles, tout simplement, par rapport à l'agression physique dont elles pouvaient être l'objet. Alors on peut aussi citer le cas des Nayars de la côte de Malabar aux Indes, qui ont été décrits par un anthropologue, Kathleen Cush, en 1959. Les hommes étaient tous des guerriers, et ils ne pouvaient donc pas fonder une famille. Alors, ils épousaient de façon rituelle et donc totalement fictive une femme avec laquelle ils n'avaient jamais de cohabitation, et cette institution ne visait, semble-t-il, qu'à donner une légitimité aux enfants des femmes qu'elles avaient avec d'autres hommes. Dans ce cas, les femmes restaient sous la domination de leur famille, et encore désolé, de leurs frères et de leurs oncles. Mais ce n'est pas un mariage à proprement parler, on utilise l'institution légale, mais pour une finalité différente de son essence. On rencontre aussi d'autres cas de mariage fictif, évidemment je ne les citerai pas tous, et puis ils ne sont pas si nombreux que ça, destinés à remédier soit à l'absence, soit à la stérilité. Alors un cas extrême de fictivité est le mariage entre femmes qui peut intervenir chez les Nuer soudanais, une tribu des Nuer soudanais. Alors attention, cela n'a rien à voir avec un mariage homosexuel, car il n'y a aucune sexualité entre les partenaires de même sexe. On ne retrouve d'ailleurs jamais de mariage entre partenaires de même sexe dans l'étude des différentes civilisations qui sont étudiées par les anthropologues. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'une société qui est purement patrilinéaire. Alors là, on est dans un modèle pur. La reconnaissance de la filiation passe exclusivement par les hommes. La fille n'est même pas reconnue comme appartenant au groupe de son père, sauf si elle est stérile. Et vous allez voir le truc, l'imagination humaine. Si cette stérilité est avérée, on va la considérer comme un homme, et donc évidemment elle va divorcer, va être répudiée plus exactement. Si cette stérilité est avérée, son clan va la considérer comme un homme, et lui permettre d'épouser fictivement une jeune fille, de préférence une vierge, pauvre, contre paiement d'une compensation financière, il s'agit donc d'une forme d'achat, et on donnera à cette jeune fille un géniteur, un homme pauvre lui aussi, qui sera son serviteur, en aucun cas son époux, mais qui sera le géniteur de ses enfants, et les enfants seront attribués exclusivement à la lignée de la femme stérile qui est devenue un homme pour pouvoir rester dans cette famille et ne pas être vagus, errer dans la nature, gyrovague, sans famille et donc la proie de tous les prédateurs. On voit ici qu'il s'agit évidemment de cas extrêmes, mais qu'il faut citer, où l'institution du mariage n'est utilisée que de façon nominale, purement fictive, pour donner un lignage à une femme riche et lui permettre de maintenir son rang social. Il faut dire que le problème de la stérilité, particulièrement dans les sociétés archaïques, est vécu de façon dramatique. D'abord, dans les sociétés archaïques, la stérilité est perçue comme une malédiction. On en trouve d'ailleurs des traces dans la Bible.
Et au-delà de ces croyances, elle est génératrice d'un problème social majeur dans les sociétés traditionnelles, dans la mesure où elle ne permet pas aux personnes âgées de bénéficier de la solidarité des générations. Donc en réalité, c'est la mort assurée. D'où l'existence de diverses solutions pour tenter d'y remédier. Vous voyez, même chez les Hébreux, on trouve l'institution du Lévira qui obéit à une logique semblable, même si là, il s'agit de véritables mariages tout à fait légitimes, puisque il s'agit seulement de l'obligation pour un homme d'épouser la femme de son frère décédé sans postérité. Alors, on pourrait citer encore d'autres cas de mariage fictif où l'on rencontre, on peut dire, un détournement de l'institution à des fins qui lui sont étrangères naturellement et qui constituent parfois une véritable perversion. Je ne résiste pas quand même au cas de citer un de ces exemples de perversion, parce qu'il peut être cité par des anthropologues, et donc si vous lisez de la littérature anthropologique, vous rencontrerez ce cas-là. C'est le cas de la tribu des Yoruba au Nigeria, cité par Françoise Héritier. Alors, on permet à une jeune femme, riche, commerçante, d'épouser fictivement d'autres jeunes femmes, là aussi sans aucune union sexuelle, il n'y a pas de mariage homosexuel, pauvres, vierges de préférence, contre paiement d'une somme d'argent, donc on achète des jeunes femmes, qui sont envoyées faire du commerce dans les villages éloignés. Et alors elles sont envoyées faire du commerce dans les villages éloignés et on leur laisse toute latitude pour se mettre en ménage, elles sont même encouragées à se mettre en ménage et à avoir des enfants. Seulement, si le père veut conserver les enfants et se marier, il devra racheter la jeune fille à la riche commerçante qui, du coup, s'enrichira de plus en plus. Il s'agit d'une forme de capitalisme tout à fait particulière et embryonnaire. Alors, on l'a compris, ces exemples extrêmes illustrent encore le caractère universel de la famille. Et ce n'est pas moi qui le dis, même Françoise Héritier le dit, cela l'illustre de façon paradoxale. Car de quoi s'agit-il? Et là, c'est plutôt mon analyse. De quoi s'agit-il dans cette dernière hypothèse, si on la requalifie? En réalité, rien d'autre qu'une forme d'esclavage qui se déguise sous d'autres noms. Requalifions les faits. C'est le propre des juristes, je suis quand même. Une femme, finalement, achète des esclaves qui vont la servir et qu'elle va revendre à l'homme qui veut les épouser et ainsi les affranchir. C'est un mécanisme, au fond, assez fondamental d'esclavage, habillé nominalement, de façon fictive, avec le mot mariage dans la civilisation, la société des Yoruba au Nigeria. Mais en aucun cas, encore une fois, il ne s'agit d'un mariage, et d'un mariage encore moins homosexuel, dans la mesure où il n'y a aucune espèce de relation sexuelle entre les partenaires de même sexe. Voilà, alors on pourrait encore trouver d'autres formes de variabilité de l'institution familiale, notamment en opérant des différences fondées sur la stabilité du lien, mais je ne l'ai pas fait parce que ici, ce n'est pas vraiment nécessaire, car l'étude des différentes civilisations montre que l'on retrouve toujours à la fois un principe de stabilité du lien et des possibilités de dissoudre ce même lien, soit de façon unilatérale, soit bilatérale, dans des circonstances particulières, adultère, stérilité, voire, dans certaines sociétés, à certains moments de l'histoire, de façon beaucoup plus libre, comme ça a été le cas pendant une période du droit romain, ou comme c'est le cas encore aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Mais il est vrai, l'étude de l'histoire montre que c'est l'unilatéralisme masculin qui est le plus fréquent, ce que l'on appelle la répudiation, en tout cas la répudiation masculine, et cela ne surprendra pas, c'est un peu la loi du plus fort pratiquée dans le domaine du mariage. Alors, on peut dire donc que l'étude des exceptions révèle de façon paradoxale le caractère universel de la famille. Effectivement, l'existence de mariages purement nominaux ou fictifs, pour servir à des fins particulières, ne contredit pas l'universalité de la forme fondamentale, comme le relèvent les anthropologues. Et c'est d'ailleurs le paradoxe du détournement des institutions à des fins qui leur sont étrangères. J'en arrive tout près, et je sens la chaleur monter, de la fin de cette conférence, qui nous amène dans ma troisième partie, à une vision, c'est plus chic, on dit une vision synchronique, c'est-à-dire non plus une vision diachronique, historique, mais une vision actuelle, transversale. Alors, cette troisième partie, j'ai intitulé « La remise en cause de l'universalisme de la famille ». Ce caractère universel de la famille, dans sa forme fondamentale, finalement jamais contesté dans l'histoire, est assez souvent remis en cause aujourd'hui. Et la remise en cause vient... alors là, on fait un instant de la philosophie, mais vient d'une opposition excessive entre la nature et la culture. Alors c'est assez fin. La distinction entre la nature et la culture est l'un des axiomes, l'un des piliers de la pensée moderne. Si la distinction de ce qui relève du domaine biologique et du domaine de la culture des hommes est une réalité peu discutable, il n'en va pas de même de leur opposition radicale. Et le grand saint Thomas d'Aquin, reprenant Aristote, parce que c'est d'Aristote, mais je sais le dire en latin et pas en grec, oportet distinguere. Et d'une façon, ça c'est un des principes de base de science,
s'il est opportun de distinguer, il est hasardeux de vouloir disjoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a bien unité dans le sujet humain. L'activité culturelle humaine n'est pas le fruit uniquement, il est aussi le fruit, mais n'est pas le fruit uniquement d'un vouloir libre, d'une autonomie de la volonté étrangère à la nature humaine. L'activité humaine est aussi dictée par la nature physique de l'homme, par son être, par ce qu'il est dans sa totalité. Et sans même appréhender les choses d'un point de vue théologique. En clair, si la distinction de la nature et de la culture est rigoureuse au plan scientifique, il n'en va pas de même de leur disjonction, ce que montrent d'ailleurs les études anthropologiques, les études de génétique et aussi les études psychologiques. Et c'est au fond le principal problème de la fameuse théorie du gender, là, qui fait couler beaucoup d'encre, donc fameuse ou fumeuse théorie du gender. Alors, contrairement à une idée reçue, il faut s'y arrêter quelques minutes, on arrive vers la fin de mon exposé. Contrairement à une idée reçue, les partisans de la théorie du gender ne contestent pas l'objectivité physiologique de la différence des sexes. L'axiome fondamental qui est partagé par tous les partisans de la théorie du gender tient dans la nécessité de distinguer le sexe du genre. Le sexe est un donné de la seule nature physique, mais il ne possède pas, selon les différents auteurs, de signification anthropologique. Vous voyez, grande contradiction avec toute l'étude du fleuve du vivant. Il est considéré par ces auteurs comme pré-humain. Le corps humain, selon eux, ne possède aucune vérité naturelle. Mieux, les progrès de l'humanité consistent purement et simplement à s'affranchir des sujétions de la nature physique. Le genre, à la différence du sexe, est le fruit donc d'un choix libre, de la volonté d'une personne, et comme tel, il peut seul être considéré dans l'ordre politique et social comme critère de différenciation des êtres entre masculin et féminin. Au fond, on peut dire que tout est culturel, tout est gender. Le corps, la sexualité, les comportements qui y sont attachés, tout ce qui nous relie, tout le patrimoine commun dont on a hérité dans le fleuve du vivant et le particularisme des sociétés humaines ne sont que les résultats de représentations conventionnelles et arbitraires. La théorie, vous voyez, donc très peu scientifique. L'homme est ici considéré comme une pure liberté, c'est en revanche une vraie philosophie, et comme telle, une philosophie qui est très claire, pouvant se créer lui-même sans autre contrainte que les bornes de sa propre volonté. L'humain a le droit, et même le devoir en tant qu'humain, d'inventer son gender comme il le souhaite et de le faire évoluer tout au long de sa vie. C'est donc une théorie philosophique, et non pas une théorie scientifique. Le projet politique des partisans de la théorie du gender consiste donc à déconstruire l'ensemble de l'ordre politique et social fondé sur la différence des sexes pour lui substituer un système basé sur l'autonomie de la volonté des personnes, pouvant choisir au gré de leurs désirs leur identité de genre et leur forme de vie sociale. Il faut donc déconstruire la maternité, la famille et plus radicalement même le langage qui véhicule ces formes de société archaïques préhumaines, afin de faire advenir un mode justement humain, c'est-à-dire post-sexuel, le seul au fond qui peut être considéré comme spécifiquement humain. Alors ce projet politique, pour faire très court, s'est élaboré dans les années 1950, vous le savez, au sein du mouvement féministe, même s'il n'est pas partagé par tous les féministes. Sur le terrain philosophique, il y a une convergence qui s'est produite entre différents courants matérialistes, comme les tenants de l'existentialisme athée, les tenants d'un libéralisme radical et aussi du marxisme. À cet égard, et ça je tenais à souligner ça, il faut rappeler que l'ouvrage de Friedrich Engels, intitulé « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », qui a été édité en 1883 et qui est réédité régulièrement, il y a une édition qui est tout à fait récente que j'ai achetée, développe longuement l'idée selon laquelle la famille est le lieu originaire de la première domination d'une classe sur l'autre, celle des hommes sur les femmes, matrice de toutes les oppositions de classe qu'il faut voir disparaître. Alors c'est vrai que Engels ne pouvait pas connaître encore l'étude du fleuve du vivant en 1884, puisqu'il en était à des connaissances scientifiques très archaïques. Engels écrit dans cet ouvrage, et je le cite, « Dans un vieux manuscrit inédit, composé par Marx et moi-même, en 1846, je trouve ces lignes. La première division du travail est celle entre l'homme et la femme pour la procréation. Et je puis ajouter maintenant, la première opposition de classe qui se manifeste dans l'histoire coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal et la première oppression de classe avec l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin. Il en conclut que l'avènement d'une société sans classe suppose nécessairement l'abolition du modèle de la famille conjugale. » Toutefois, et ça sera ma conclusion, n'en déplaise à Engels, enfin ma dernière partie conclusive, n'en déplaise à Engels, comme nous l'avons vu longuement dans ma première partie, inscrite dans les lois du vivant, la famille trouvera toujours son chemin, même dans les fissures de la modernité. Comme le relève le philosophe français Fabrice Adjage, dans un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la famille ?», qui a été publié chez Salvatore l'année dernière, je le cite, c'est assez intéressant. « Nous provenons tous d'une famille.
nous commençons tous avec un nom de famille, nous avons tous eu une certaine famille pour berceau. La famille est un fondement. Or, si elle est un fondement, on ne saurait fonder la famille. Si elle se situe au principe de nos vies concrètes, il devient impossible de la justifier ou de l'expliquer parce qu'il faudrait recourir à un principe antérieur et la famille ne serait plus qu'une réalité secondaire ou dérivée et non pas une matrice. Il n'y a pas, au niveau de la condition humaine, de principe antérieur à la famille, n'en déplaise à Engels. On ne peut donc pas l'expliquer ou la justifier, on peut seulement expliciter sa présence, qui nous devance toujours. Il ne s'agit pas d'une thèse, mais d'un donné absolument initial, comme l'existence du monde extérieur. Et d'ailleurs, une conclusion tout à fait similaire, on l'a vu tout à l'heure chez Héritier et Lévi-Strauss. Hadjadj souligne qu'en grec, nature se dit physis. Et physis vient d'un verbe phuen, en grec toujours, qui signifie apparaître à partir d'une profondeur cachée. Bon, pour le dire plus simplement, on le traduit aussi par se manifester. La famille est précisément une donnée essentielle qui se manifeste dans toutes les sociétés humaines, ce que l'on voit à la fois dans l'étude du fleuve du vivant, mais aussi, qui n'est pas le propre des sociétés évoluées, mais que l'on a également dans toutes les sociétés archaïques, et qui manifeste quoi? Elle manifeste en réalité la nature humaine sexuée depuis les origines. Comme le dit de façon provocatrice Hadjadj, la famille est fondée sur le sexe. Elle est bien en ce sens naturelle, même si les différentes cultures humaines, les différentes religions humaines aussi lui impriment des formes particulières, et c'est l'évidence. Il n'y a qu'à, évidemment, regarder autour de nous. Alors je voudrais conclure d'un mot à partir de la démographie, et ça sera cette fois-ci vraiment ma conclusion, et j'aurai respecté à 5 minutes près mon timing d'1 heure. Je voudrais conclure d'un mot à partir de la démographie, et qui explicitera ce que je voulais dire en disant « la vie trouvera toujours son chemin ». Comme le dit Fabrice Hadjadj, on ne peut pas déconstruire une donnée essentielle ou naturelle, on ne peut qu'essayer de la détruire. Mais cela est vain. Alors ça c'est moi qui l'ajoute. Cela est vain parce que, justement, la vie trouve toujours son chemin et c'est ce qu'illustre, heureusement et malheureusement, la démographie. Lorsque la vie ne croît plus en un endroit de la planète, elle croît ailleurs. Et tout effort est vain. C'est comme vouloir retenir l'océan Atlantique sur la partie atlantique de la pointe du Cap Ferret. On peut mettre des pieux, mais si le réchauffement climatique continue, on avancera encore de quelques mètres par an jusqu'à ce que le climat se refroidisse. Il y a 100 000 ans, nous étions environ 100 000 Homo sapiens. Il y a 10 000 ans, nous étions 10 millions. À l'époque de la naissance de Jésus-Christ, probablement 250 millions. Le chiffre est discuté, mais il est à peu près de cet ordre. Nous n'étions encore que 400 millions à l'époque de la Renaissance. L'explosion démographique s'est produite avec la révolution scientifique et industrielle, en réalité. Les chiffres sont saisissants. 1 milliard d'habitants en 1820. 2 milliards en 1925. Un siècle. 3 milliards en 1960. 4 milliards en 1975. 5 milliards en 1987. Vous voyez l'espace qui se réduit. 6 milliards en 2000. 7 milliards en 2011. Et 7,3 milliards en avril 2015. La croissance de la démographie est exponentielle. Alors exponentielle, ça ne veut pas dire que ça croît comme une espèce de bouteille de champagne qu'on aurait secouée. Ça veut seulement dire que ça croît de façon proportionnelle à par exemple, si je prends une base de 100, ça va croître proportionnellement à X% de cette base-là, selon un flux continu. La croissance de la démographie est exponentielle dans certaines parties du monde. En Afrique, pas dans toutes les parties de l'Afrique, mais en Afrique, en Amérique du Sud aussi, où l'on a des parties entières d'Amérique du Sud qui sont désormais très jeunes. Alors, dans notre Occident torturé par cette volonté de disjonction absolue de la nature et de la culture, la démographie décline, et si la situation ne se redresse pas, il y aura, et là je ne fonde pas sur une projection catastrophique, mais sur l'un des meilleurs démographes français, les études, toute la collection de ses œuvres complètes, et je lis régulièrement ses articles, le professeur Gérard-François Dumont à l'Université de Paris. Si l'on prend par exemple l'exemple de l'Italie, eh bien, si l'Italie ne redresse pas sa démographie, à la fin du XXIe siècle, il n'y aura plus d'Italiens d'origine italienne en Italie. Alors l'humanité, elle n'est pas menacée de disparition, hein, du tout, puisqu'on estime qu'elle sera probablement, mais c'est impossible de le savoir, hein, mais si on projette les croissances actuelles, qui déclinent un peu depuis 1970, si ça n'avait pas d'ailleurs décliné, si on avait connu la même croissance exponentielle depuis 1820 sans décliner, nous aurions 1 habitant par mètre carré sur la planète, ce qui est tout à fait impossible. Donc il y a un certain déclin de la croissance démographique, mais selon les projections actuelles, on sera peut-être le double d'habitants à la fin du XXIe siècle. Donc on voit là que l'humanité n'est pas menacée de disparition, mais
au fond, qui est menacé de disparition? Ceux qui méconnaissent la nature. Et il est paradoxal d'un point de vue scientifique, je me situe là d'un point de vue strictement scientifique, qu'à l'heure où l'environnement devient un thème central au niveau politique, alors on le voit d'ailleurs cette année dans la politique française, mais aussi dans la politique ecclésiale, avec la dernière encyclique du pape François, eh bien, il est quand même extrêmement paradoxal que l'on ne tire pas les conséquences du fait que l'homme, justement, est un élément du fleuve du vivant, une partie d'un tout, pour en dégager une politique de la vie. Je vous remercie.